Bonjour à tous. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, je vous remercie de me donner la parole. Mon intervention va porter essentiellement sur les aspects juridiques du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, tout en essayant de faire des... Attendez, s'il vous plaît, la traduction, ça ne marche pas. Ok. Vous pouvez parler plus voisin. À peu près. Ça vous va? Faites-moi signe. Ok. Donc mon intervention va porter sur les aspects juridiques du projet d'aéroport, en essayant de vous montrer à la fois les similitudes avec les autres projets dont vous avez eu à connaître, mais également les spécificités du projet d'aéroport. Je vais centrer mon intervention sur une notion. Cette notion, c'est l'état de droit. Alors, elle revient souvent dans la bouche des porteurs de projets qui estiment que l'état de droit est violé par la présence d'occupants sur le site de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi sur le site de tous les autres grands projets inutiles et imposés. En tant que juriste, en tant qu'avocat, je dois rétablir une vérité. La seule violation de l'état de droit que l'on peut caractériser, c'est celle qui découle de la mise en œuvre illicite de tous ces projets, et en particulier du projet d'aéroport, par les pouvoirs publics depuis maintenant 40 ans. L'occupation prétendument illicite est uniquement une réaction à cette violation. La mise en œuvre du projet d'aéroport, elle témoigne depuis plusieurs années de la violation des droits fondamentaux du peuple à la protection de son environnement et à la possession paisible de son territoire. Ces droits-là sont consacrés par la Déclaration universelle du droit des peuples, qui constitue le fondement de l'action qui est menée aujourd'hui par votre tribunal. Je vais vous présenter aujourd'hui les questions juridiques les plus importantes qui se posent dans le cadre du projet d'aéroport et dont nous avons saisi les tribunaux nationaux, ces recours étant déposés au nom d'associations d'agriculteurs, d'associations de citoyens, mais aussi d'associations d'élus. Une vision large de ces recours amène à mettre en lumière deux problématiques principales. Une participation du public qui est une participation de façade. La deuxième problématique, c'est une approche juridictionnelle que je qualifie de conservatrice. Et je rejoindrai peut-être sur ce point certains éléments qui ont été développés par M. Pépineau ce matin. Concernant la participation du public de façade, très clairement, pour légitimer la mise en œuvre du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on a souvent dit que le temps de la participation avait déjà eu lieu, qu'il était donc nécessaire d'avancer dans la mise en œuvre du projet. Cependant, la manière dont cette participation s'est déroulée a pour conséquence qu'il a été impossible pour le public d'avoir à un seul et même moment une vision globale des impacts environnementaux du projet, de ses enjeux économiques et de ses enjeux sociaux. Et ce, principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'on a eu un dossier principal qui a été fractionné en de nombreuses sous-autorisations. Je vais vous faire un très rapide rappel chronologique du déroulement du projet et vous comprendrez comment le fractionnement du projet d'aéroport a porté atteinte à la substance de l'information du public et donc à sa participation. En France, c'est la procédure de débat public qui est censée permettre une participation très en amont du public sur la mise en œuvre des projets. Elle porte normalement sur l'utilité et sur l'intérêt d'un projet et sur les objectifs qu'il poursuit. Ce débat public a eu lieu pour Notre-Dame-des-Landes en 2003, c'est-à-dire il y a 12 ans. Et il suffit de prendre connaissance des documents qui constituent le dossier du débat public à cette époque, en 2003, pour comprendre que ces considérations environnementales passent au second plan, elles ne sont pas présentes dans le dossier à leur juste valeur,
Et le second point, c'est que l'alternative principale qui consiste à optimiser Nantes Atlantique, et dont Geneviève a pu vous parler tout à l'heure, elle n'est pas étudiée. Pour la simple et bonne raison qu'en 2003, la saturation de l'aéroport de Nantes Atlantique est présentée comme un horizon indépassable. Les études sont déjà orientées pour soutenir l'option de Notre-Dame-des-Landes. En effet, une zone d'aménagement différée a été fixée sur ce territoire dès 1974. Elle était déjà considérée comme l'option la plus intéressante par les pouvoirs publics. Nous arrivons en 2006. L'enquête d'utilité publique est réalisée et elle se reproduit sur le même schéma. Les données sur l'environnement sont partielles, l'approche des bénéfices économiques est très occulte, on n'a même pas les éléments qui fondent le calcul, ils ne sont pas communiqués au public, et encore et toujours la question de l'optimisation de Nantes Atlantique est présentée comme impossible. Nous arrivons en 2012. Les dossiers environnementaux relatifs aux espèces protégées et aux zones humides comprennent de nombreux éléments qui témoignent de la richesse du site de Notre-Dame-des-Landes, qui vous est présenté sur cette carte, ces richesses n'étant pas mises en lumière par les études environnementales qui avaient été précédemment réalisées. À cela s'ajoutent des rapports scientifiques qui sont rédigés et qui ne sont pas soumis à la participation du public, alors qu'ils comprennent des éléments nouveaux sur cet environnement. À cela, on ajoute également le fait que ces éléments sont présentés à des moments différents pour les zones humides et pour les espèces protégées, c'est-à-dire que le public ne bénéficie pas d'une vision globale des enjeux, et ce, alors même que les méthodes de compensation qui sont retenues sont les mêmes pour les zones humides et pour les espèces protégées. Là encore, en 2012, Nantes Atlantique ne constitue pas une alternative satisfaisante à la mise en place de l'aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes. En 2013, sous la pression des opposants, et notamment de l'association CEDEPA, une étude des services de l'État reconnaît explicitement qu'il est techniquement possible d'optimiser Nantes Atlantique, en 2013 uniquement. On constate, au regard de cette brève chronologie, d'un côté que le public n'a pas bénéficié d'une vision globale sur les enjeux environnementaux du projet, à un moment où il était censé pouvoir influer sur la décision des porteurs de projet, et deuxièmement, que le public n'a pas pu participer sur la question centrale de l'optimisation de l'aéroport existant, l'aéroport de Nantes Atlantique. La seconde raison pour laquelle je considère que la participation a été vidée de toute substance dans le cadre du dossier d'aéroport du Grand Ouest, c'est qu'on avait en réalité un projet d'aménagement global du territoire et qu'on a donné au public uniquement la vision de la plateforme aéroportuaire. Les pouvoirs publics ont toujours fait le choix de présenter ce projet de plateforme de manière isolée, alors qu'il a été pensé de manière globale en étant desservi par des infrastructures routières, mais également des infrastructures ferroviaires, c'est-à-dire le TGV, le tram-train, mais également toutes les dessertes routières locales. Or, le coût et l'impact de toutes ces infrastructures a toujours été écarté du dossier principal. C'est cette absence de vision globale qui a été critiquée par nos associations devant la Commission européenne. Nous avons déposé une pétition à la Commission des pétitions pour critiquer ces lacunes. La Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction à l'encontre de la France en avril 2014. À ce jour, cette procédure a uniquement débouché sur la production, il y a quelques mois, d'une étude environnementale qui était censée englober la totalité de l'aménagement concerné. Malheureusement, cette étude ne comprend aucun élément nouveau sur l'impact environnemental du programme aéroportuaire. Elle se contente de mettre bout à bout des études qui avaient été précédemment réalisées. Aucun élément nouveau, alors même que la France est en procédure devant la Commission européenne. C'est très inquiétant. En résumé, on voit qu'en l'état des procédures
et des documents qui ont été fournis par les porteurs de projets, le public n'a à aucun moment pu savoir quelles étaient les conséquences environnementales et toutes les implications économiques, sociales du projet d'aménagement d'aéroport du Grand Ouest. Ce qui est gênant, c'est que selon les pouvoirs publics, le temps de la participation a bien eu lieu et il est temps de mettre en œuvre le projet. Mais c'est ce constat incontournable d'une participation qui est tronquée et qui est inefficace qui participe à générer une frustration chez le public et chez tous les citoyens qui connaissent ce projet et qui ont pu analyser tous les documents. À cela s'ajoute ce qui est la deuxième problématique dont je veux parler et qui est la manière dont le dossier de Notre-Dame-des-Landes a été traité par les juridictions nationales. J'ai choisi de qualifier l'approche des juridictions nationales de conservatrice. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, car j'ai eu à connaître de plusieurs recours pour le compte des différentes associations opposées au projet d'aéroport. Je pense qu'on rejoint ici les questions d'accessibilité à la justice qui avaient été abordées par M. Pépineau ce matin. Les opposants ont déposé de nombreux recours contre le projet et ces recours ont quasi systématiquement été rejetés. Il y a eu différents recours sur la déclaration d'utilité publique, sur le contrat de concession entre l'État et Vinci, et plus récemment sur les arrêtés environnementaux. Si on analyse les décisions qui ont été rendues par les tribunaux de première instance ou par le Conseil d'État, on voit clairement que les juges ne veulent pas s'immiscer dans un projet d'une telle ampleur et qui est porteur de tels enjeux au niveau national et au niveau local. Et ils se retrouvent en quelque sorte à interpréter de manière conservatrice et favorable aux porteurs du projet le droit en se réfugiant derrière des considérations procédurières et incohérentes afin d'éviter de confronter le projet aux dispositions qui sont effectivement en vigueur. Je vais vous donner deux exemples de recours pour vous démontrer la véracité de mes propos. Le premier concerne le contentieux que nous avions introduit contre la déclaration d'utilité publique devant le Conseil d'État. Nous avions démontré que la déclaration d'utilité publique était fondée sur des considérations datées et qui étaient incomplètes, car nous avions réalisé des études complémentaires suite à son adoption en 2008. Nous avions donc formulé une demande d'abrogation de cette déclaration d'utilité publique qui a été jugée en 2013. Or, en 2013, le Conseil d'État refuse d'examiner les alternatives au projet. Et il fonde ce refus en se réfugiant derrière sa propre jurisprudence, qui est manifestement obsolète et qui considère que cette appréciation relève de considérations d'opportunité et non de considérations de légalité. Et ce, alors même que nous avons en France des dispositions constitutionnelles qui garantissent aux citoyens de se voir dépossédés de leur propriété uniquement en cas de stricte nécessité publique. Alors je vous le demande, quel crédit peut-on accorder à la juridiction administrative lorsqu'elle se refuse d'effectuer un tel examen de conscience au regard des normes supérieures, en l'occurrence des normes constitutionnelles applicables, et qu'elle peut ainsi pérenniser une approche manifestement attentatoire aux libertés individuelles. On comprend aisément que les citoyens se sentent quelque peu floués par une appréciation juridictionnelle aussi conservatrice. Un deuxième exemple que je vais vous citer concerne les contentieux que nous avons diligentés devant le tribunal administratif de Nantes contre les arrêtés environnementaux. Le tribunal administratif de Nantes a validé au cours de l'été 2015 plusieurs arrêtés qui autorisent d'un côté la destruction des zones humides et la destruction des espèces protégées qui sont présentes sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Nous avons contesté ces jugements et les recours en appel sont actuellement examinés par la Cour administrative d'appel de Nantes. Après analyse, il s'avère que ces arrêtés environnementaux sont, en termes d'engagement et de prescription à l'État et à la société AGO, de simples coquilles vides.
Il caractérise une violation d'une séquence que vous connaissez peut-être, qu'il s'appelle éviter, réduire, compenser, qui est la séquence qui fonde l'adoption des mesures compensatoires environnementales. Je vais reprendre ici les principales critiques que nous avons effectuées à l'encontre de ces arrêtés environnementaux, dont certaines ont été rapidement abordées par Geneviève, et ce, afin que votre tribunal puisse apprécier les enjeux de la manière la plus fine qui soit sur la question de l'aéroport du Grand Ouest. En premier lieu, ces arrêtés environnementaux, ils consacrent une méthode de compensation qui est contraire à tous les avis des experts scientifiques qui ont pu analyser ce dossier. Ces experts sont les plus compétents au niveau national, puisqu'un collège des experts scientifiques avait été nommé pour examiner le dossier sur la question des zones humides. Ce collège considère, et je vais citer ces mots, que la méthode de compensation liée à la destruction des zones humides n'est pas valide sur le plan scientifique. Il le dit explicitement. Ce collège est soutenu par l'instance référente au niveau national dans le domaine des espèces protégées en France, qui s'appelle le Conseil national de la protection de la nature. Le CNPN critique également cette méthode de compensation et son impact sur le maintien dans un bon état de conservation des espèces protégées. Ces deux groupes d'experts, très clairement, ils considèrent que les inventaires qui ont été réalisés par les porteurs de projets, ils sont insuffisants, que les coefficients qui sont déterminés sont obscurs et que les fonctionnalités écologiques ne pourront pas être effectivement compensées. C'est une critique sans ambiguïté de la méthode de compensation. Malgré tout, le juge administratif vient nous dire que ces critiques doivent être relativisées. Il insiste sur le fait que les avis ne présentaient pas un caractère obligatoire dans le cadre de la procédure. Et on voit ici que la forme de la procédure prend le pas sur le fond qui est relatif à une critique scientifique de la validité d'une méthode de compensation. C'est très inquiétant. En deuxième lieu, le juge administratif du tribunal de Nantes considère que les mesures compensatoires qui doivent être mises en œuvre par contractualisation avec les agriculteurs. Et c'est ce qu'on voit sur cette carte justement, et c'était l'intérêt de pouvoir la produire aujourd'hui. Ce qu'on a réussi à démontrer par un travail de terrain, c'est que les agriculteurs ne souhaitaient pas que ces mesures de compensation ne soient mises en œuvre. On a donc apporté la preuve qu'il était impossible de les mettre en œuvre sur le terrain. Le tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas de problème sur la mise en œuvre de ces mesures de compensation, alors même que l'État et la société AGO, qui sont les porteurs de projets, n'apportaient aucune preuve du fait qu'ils pourraient effectivement les mettre en œuvre. Il y a donc là aussi un sérieux problème de faisabilité de cette méthode de compensation environnementale. Un autre point essentiel concernant cette méthode, c'est que le juge ne se préoccupe à aucun moment de l'absence d'analyse de l'environnement où vont être mises en œuvre ces mesures compensatoires. C'est ce qui figure sur cette carte en grisé. Vous voyez, vous avez la zone centrale qui est la zone du projet, et en grisé, nous avons ce qu'on appelle les enveloppes de compensation. Il n'y a eu aucun état initial de cet environnement. Très clairement, ça signifie que ces mesures de compensation du projet d'aéroport pourront venir se substituer à des politiques environnementales qui sont déjà mises en œuvre dans la région où le projet est envisagé. Indirectement, cette compensation environnementale devient alors le moyen de prendre le relais du désengagement de l'État dans la préservation de l'environnement. On va protéger uniquement l'environnement lorsqu'on va le détruire. Et ça, c'est très inquiétant. Enfin, dernière remarque sur la méthode de compensation, concernant la destruction des zones humides, le juge national considère que tout ce qui concerne la mise en œuvre de ces mesures de compensation concerne l'exécution de la décision administrative et non sa légalité. Étant donné que le calendrier qui a été retenu par les porteurs de projets autorise la réalisation des travaux avant même que les mesures de compensation ne soient effectivement mises en œuvre,
ça signifie qu'on autorise sans ambiguïté la destruction des milieux sans qu'on ait aucune certitude que la compensation sera effectivement mise en œuvre ou qu'elle sera effectivement un succès. Le juge du tribunal administratif de Nantes a demandé en quelque sorte à nos associations de revenir contester dans plusieurs années l'absence de mise en œuvre des mesures compensatoires, une fois que les milieux auront été effectivement détruits et une fois que la mécanique irréversible aura été enclenchée. C'est donc une politique du fait accompli qui est incompatible avec la notion même de protection de l'environnement. On est donc, et vous le comprendrez, en présence d'un juge national qui refuse de regarder la réalité en face. Il refuse d'appliquer le droit européen de l'environnement dans sa substance, alors même qu'il est censé en être le gardien, et le premier gardien. On aboutit donc à un contournement et à une violation des objectifs que le droit est censé défendre, par une hypocrisie dont tout le monde semble se satisfaire. Je vais conclure mon intervention sur une vision un peu plus large. À mon sens, on est en présence d'un système juridictionnel qui préserve l'apparence d'un état de droit pour l'opinion publique, pour les médias dont on parlait ce matin. Mais en réalité, il empêche sciemment toute remise à plat d'un projet qui a été élaboré sur la base de données qui sont partielles, et qu'il s'agisse des études environnementales, des études économiques ou des études architecturales. On peut comprendre ainsi que quand l'avis du public n'est pas pris en compte, quand l'avis des experts est méprisé, quand les juridictions ne semblent plus à même de garantir la protection des intérêts qu'elles sont censées préserver, on peut comprendre qu'il y ait une incompréhension et même une colère qui naissent chez certains, chez le citoyen en premier plan. Cela aboutit à une volonté de réappropriation locale de territoires qui sont illégitimement expropriés et parfois en ayant recours à la force. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le péché originel, il vient des pouvoirs publics et non pas du citoyen. De manière flagrante, à mon sens, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il démontre l'absence de capacité de remise en cause des pouvoirs publics. L'État refuse de constater qu'en 40 ans, l'approche du site de Notre-Dame-des-Landes a pu changer, son environnement a pu évoluer, les valeurs ne sont plus les mêmes. Et pire, l'État refuse d'assurer la cohérence entre, d'un côté, les objectifs qu'il va fixer pour ses politiques publiques, la protection de l'environnement, la protection des espaces agricoles, et les projets qu'il porte et dont il est lui-même le défendeur. Et ce, malgré de nombreuses et trop nombreuses alertes citoyennes. Et ce sont ces œillères, je pense, qu'il faut que le tribunal permanent des peuples participe à enlever et qu'il participe à faire prendre conscience au pouvoir public de l'aberration de projets tels que celui de Notre-Dame-des-Landes. Car sous couvert de respect de la démocratie, sous couvert de respect du droit, on autorise des entorses flagrantes aux droits des peuples et à la préservation de leur environnement. Les dernières déclarations de l'État français dont parlait Geneviève tout à l'heure, annonçant la reprise des travaux à Notre-Dame-des-Landes, doivent amener, à mon sens, à une condamnation sans ambiguïté de ce projet et de tous les grands projets inutiles et imposés. Ce projet témoigne, comme tous les autres, dont votre juridiction a eu à connaître hier, ce matin et tout au long de la session, d'une violation manifeste de tous les principes qui sont consacrés par la Déclaration universelle des droits des peuples, dont vous êtes censés être les garants. Je vous remercie.